Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Culture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Wilson, alias Ziz. Nous allons parler de son livre de A à Ziz, parce que vous connaissez bien Ziz, mais est-ce que vous connaissez le chemin parcouru jusque-là pour arriver à Ziz? Thierry, bonjour. Bonjour Anne. Comment ça va? Mais ça va très bien, merci de me recevoir. Ouais. Ben moi je suis ravie. Moi aussi. Je suis ravie parce que ce livre, il m'a beaucoup plu. Je me suis dit, mais combien de vies vous avez eu? Ça aurait pu s'appeler les 1001 vies de Ziz. Incroyable. J'ai eu, oui, un parcours très tôt, très jeune, avec de merveilleuses rencontres. J'ai eu beaucoup de chance, oui. Ouais. Beaucoup de chance, voilà. C'est vrai que c'est. On s'imagine dans ce livre, on verrait presque bien un film en découdre, non? On s'amuserait, non? Ça serait génial. Ce serait formidable, bien Avec sûr. beaucoup d'émotions aussi, hein, parce que c'est pas que de la rigolade. Ah ben non, ben la vie, hein. c'est composé de choses différentes. Et puis bon, moi j'ai eu mon lot aussi de peine, et puis de tourments aussi. C'est pas simple de naître différent. C'est ça, on va en parler bien sûr. Donc ce livre de A à Ziz que vous avez, qui est sorti il n'y a pas longtemps. En décembre, oui, voilà, juste avant Noël, pour que ce soit un cadeau de Noël. Malheureusement, avec le Covid, problème de distribution partout. Heureusement qu'il y a Internet et qu'on a pu l'acheter sur le site de ma production. Mais c'est vrai que bon, ben, ça va être partout bientôt, dans quelques jours, ouais, à la FNAC, chez Cultura et chez tous les bons libraires, comme on dit. Vous vous dites l'héritier de Coccinelle et Michou, nous allons en parler. On va revenir un petit peu en arrière. Vous êtes né à Marseille en 1971. Oh là là, oui. Oh ça va, moi je trouve que c'est jeune. C'est au siècle dernier. Mais pas du tout. Moi je trouve ça très jeune. Vous êtes donc un petit garçon, vous vivez avec vos parents qui ont un bar. Oui. Ça vous plaît déjà, cette idée? Il y a du bruit dans ce bar. Ben, mes parents font le show tous les jours. C'était une époque où ça existait encore, où il y avait l'apéro du midi, l'apéro du soir. C'était rythmé comme ça. L'après-midi, les gens venaient boire le café. Il n'y avait pas la machine à café au bureau. Les gens se retrouvaient au bistrot, vraiment. Et mon père et ma mère rentraient sur scène à chaque moment précis de la journée. Ma mère était toujours sublime, tirée à 4 épingles. La patronne, voilà, charmante, toujours un mot gentil. Mon père qui s'intéressait à tout, qui avant d'ouvrir son commerce tous les matins à 5 h, venait ici à la Provence, dans les locaux où nous tournons cette émission, et il prenait le journal et il le lisait entièrement avant que le premier client arrive. Et moi je lui disais, mais pourquoi est-ce que tu lis le journal entièrement? Il disait, parce que si quelqu'un rentre et me parle de l'actualité du jour, je dois être capable de répondre de tout. Voilà. Ah ouais, c'est super ça. Ouais. Ils étaient engagés, ils étaient investis dans leur oui, puis du coup, mission. vous nourrissez un petit peu de tout ce que vous entendez déjà, mais sans savoir ce que vous allez... Et puis, c'est le bar, c'est le lieu où, comme je vous dis, tout le monde se retrouve dans un village. Et puis, on entend tout. On entend les pleurs de chacun, les plaisirs, les craintes. Ouais. Voilà, c'est la vie. Voilà, ma mère disait souvent, j'ai un rôle d'assistante sociale. Eh ben oui. J'écoute tout le monde. Voilà. Ça ne m'étonne pas, ça. C'est très enrichissant. Alors, vous regardez évidemment la télé, comme nous tous. Beaucoup. Vous aimez Marité et Marité et Gilbert Carpentier. Voilà. Le show du samedi soir. Et oui, les paillettes, les plumes, les spectacles. Guy Lux, Cadence 3, avec Sophie Darel, magnifique, petite femme blonde. Je crois que c'est la première femme dont je suis tombé amoureux. Ah ouais. Sophie Darel. J'adorais ça. Et puis j'étais seul, fils unique. Ouais. Donc la télévision, L'île aux enfants, Casimir, voilà. Il y a un film aussi qui vous a marqué, c'est La Cage aux folles. Vous êtes allé avec non, c'est pas que ça m'a marqué, c'est qu'avec ma mère, on devait aller voir un film au cinéma, le Cassette, qui était sur la Canebière, et comme tous les mercredis, on descendait en ville, et quand on arrive, il y avait un problème de projecteur, je sais pas, le film avait cassé, je sais plus exactement, et donc on nous a dirigés dans une autre salle, et on s'est retrouvés, et ma mère me dit, bon ben il y a deux choix, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, ça a l'air rigolo, ça, on va voir La Cage aux folles, voilà. Et ça vous a plu? Ah, ça m'a fait rire, énormément. Et ma mère était comme, enfin, je suis comme elle. Oui, c'est ça, oui. On n'a aucun a priori sur rien du tout, on est
j'ai été élevé comme ça. Mes parents étaient dans la tolérance et le respect total des différences. D'ailleurs, vous le dites au début du livre, hein, vous leur dédiez ce livre. Bien sûr. Et vous leur dites évidemment merci pour cette tolérance que vous avez eue. Cette ouverture d'esprit à une époque où ce n'était pas encore soi-disant comme maintenant. Je dis bien soi-disant parce qu'on n'a pas avancé. Voilà. Non. On a avancé dans une certaine hypocrisie de genre, en faisant croire qu'on accepte, que tout est normal. Mais il y a encore toute une génération qui fait juste semblant. Les jeunes, eux, par contre, ne font plus de différence. Il n'y a plus d'identité sexuelle. Maintenant, je crois que l'amour existe vraiment universel, on s'en fout de il, de elle, de yel. Voilà. Je crois que les jeunes seront les tolérants de demain, heureusement. Nous l'espérons. Alors après, vous allez monter à Paris. Il y a ce stage dans un théâtre. Au Cours Florent. Au Cours Florent, exactement. Ouais. Déjà, ça va vous plaire, l'idée du théâtre, la comédie Paris déjà. Paris, ça fait rêver. C'était un rêve, Paris ? Oui, parce que depuis tout petit, une fois par an, on va à Paris avec mes parents. Ma mère a une tante qui a un hôtel sur la butte Montmartre. Donc, on court les hippodromes avec mon père parce qu'il adore ça. Génial. Donc, on va à Longchamp. On passe vraiment 10 jours par an au printemps à Paris, au mois de mai même. C'est même pas au printemps, c'est au mois de mai. Et parce que ma mère disait qu'Aznavour l'avait chanté, que c'est beau Paris au mois de mai. Ah, j'adore l'idée. Et voilà, donc Paris, ça fait rêver. Et Paris, ça fait rêver, ça fait toujours rêver. Vous allez être invité à une soirée. Est-ce que la vie, c'est une question de rencontre ? Oui, ce sont des rencontres, des opportunités. Saisir sa chance, foncer, y aller, c'est pas être opportuniste. Pas du tout. C'est juste prendre conscience qu'on a de la chance, qu'on peut faire quelque chose d'exceptionnel et aller en avant Guingamp, on y va. Et moi, mes parents étaient comme ça. Moi, mon père, qui vient d'un milieu très pauvre, disait toujours tout ce que j'ai pas eu la chance de vivre moi, je veux que tu le vives toi. Ah, c'est super. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a été comme ça. Après, il avait un peu d'argent, il aurait pu voyager. Il disait non, vas-y, fais-le, vas-y pour moi, tu me raconteras. Voilà. Alors, on va découvrir à travers ce livre, évidemment, ensuite vos rencontres, avec, évidemment... Mes amours aussi. Bah, c'est ça, Coccinelle. Magique, incroyable. Mais toutes les femmes de ma vie, j'ai eu une chance incroyable. Tout au long de ma vie, j'ai eu des femmes extraordinaires. Alors, elles s'appellent Danielle, Annette, elles sont anonymes ou pas, elles sont toutes incroyables. Elles sont toutes incroyables et elles vont être là tout au long de ma vie. Coccinelle, star du musical des années 50 et 60, l'amie de Joséphine Baker, de Marlène Dietrich. Incroyable. Elle a connu le monde entier. Première personnalité transgenre, premier homme au monde à être devenu une femme et à être reconnu de son identité. Assumé, et puis voilà, on l'aimait comme elle était. Avoir imposé, avoir survécu à ce parisianisme et à la presse, parce qu'elle a débuté avec la page des faits divers, donc il faut l'assumer ça. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à cette époque-là, c'était difficile, mais ça n'existait pas, donc ça ne faisait pas peur, on était curieux. Aujourd'hui, on sait que ça existe, et ce qui est différent fait peur. C'est plus facile de vivre à Paris ou à Marseille. C'est plus compliqué en province. Je pense que c'est plus difficile pour un Marseillais de vivre à Paris, peut-être que pour un Parisien de vivre à Marseille aussi. Aujourd'hui, on est vraiment sectarisé. En fait, c'est comme aux États-Unis. Je voulais dire quand on est un peu différent, l'homosexualité ou le voilà. Je crois pas. Non, pas forcément. Parce que des fois, on a l'impression que dans la grande ville, tout est plus. C'est plus anonyme. Mais moi qui vis la moitié de mon temps à Paris et la moitié à Marseille, je me rends compte finalement qu'à Marseille, je vis aussi bien qu'à Paris cette différence-là. Quand je sors en Ziz pour venir faire une émission de télé ou n'importe quoi, j'ai pas plus de problèmes à Marseille qu'à Paris et vice-versa. Ça, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même passé un petit peu au-dessus. Ce qui n'a pas changé, par contre, c'est le parisianisme. Ça, c'est quelque chose qui existe, ce racisme par rapport à la province. On est vraiment... Mais bien sûr, mais complètement. Mais complètement. Imposer ce personnage de Ziz à Paris a été un travail
terrible. Les gens qui me disent « oh, c'est formidable, Paris t'a pris dans ses bras », il a fallu les écarter, hein, 4 on s'y est mis, hein, parce que, et même aujourd'hui encore, regardez de grandes émissions de télévision sur un sujet comme la transphobie, sur le racisme. Là, il y a une émission dans quelques jours, vendredi je crois, Rire ensemble contre le racisme. Tous les humoristes sont là, ils ne m'ont pas fait venir. D'accord. C'est parce que tu n'as pas la carte, tu n'es pas parisien. Ouais. Voilà. Et c'est terrible. Remarquez bien dans cette émission, vendredi soir, il n'y aura aucun humoriste régional. Il n'y aura que des Parisiens. Dommage, effectivement, il faut peut-être le faire remarquer. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Et c'est pour ça que de ce côté-là, je ne lâcherai jamais rien. Il y a plein de gens qui auraient dû faire une carrière à Paris, et notamment des Marseillais. Je parle de ce que je connais. Mais à Bordeaux, à Nantes, à Toulouse, il y en a sans doute. Les Chevaliers du Fiel ont réussi, hein, parce que pour jouer des coudes, ils étaient forts. Donc, ils ont réussi parce qu'ils se sont imposés. Ils ont eu des coronesses, comme on dit. C'est sûr. Mais par contre, il y a d'autres personnes à Marseille, et je pense à Kamel notamment, qui est un de nos humoristes stars, qui aurait dû réussir à Paris aussi, et très, très rare. Patrick Bosso, parce qu'il avait des connexions avec des Parisiens, et puis beaucoup de talent aussi, hein, voilà. Titoff, parce qu'il a apporté quelque chose de nouveau. Eli Kaku, parce qu'il s'est imposé. Il a rempli l'Odéon tout seul avec son pognon, il est monté à Paris, et il a démarré au point-virgule, dans une toute petite salle, et il n'a rien lâché, Eli. Voilà, je crois que c'est ça. Il faut être un pitbull, il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. C'est ça. On a une amie à vous qui a voulu vous laisser un petit message. Ah bon? Oui, voilà, parce qu'elle a beaucoup aimé le livre, alors on l'écoute. D'accord. Chère Ziz, juste un petit message matinal pour te dire à quel point je suis fière et honorée de te connaître, d'être ton amie. Je suis heureuse pour toi. Je suis heureuse pour ce livre aussi, car il dépeint ton histoire incroyable. Et je te dis un grand merci, avec gratitude. J'espère qu'on va toujours continuer à rire ensemble comme on le fait, et avec plein de tendresse. Tout mon amour. À bientôt. Dis donc. Ça vous fait plaisir ? Ah, mais je suis très, très ému. Parce qu'en plus, je l'ai eu au téléphone hier et puis elle ne me l'a pas dit, quoi. Mais c'est l'idée de la surprise. Liane, c'est une de mes fées. On est amis depuis des années. Je l'ai rencontrée chez Michou. Je suis très ému. Hein. Je l'ai rencontrée chez Michou. Elle venait voir un autre artiste, puisque moi, je ne l'imitais pas chez Michou. Oui, parce que vous avez imité beaucoup, effectivement. Oui, mais pas Liane Folly. Pas Liane Folly. Et elle est devenue amie avec cet artiste qui l'imitait, mais aussi avec moi. Et on ne s'est jamais perdu de vue. Elle a toujours suivi ma période cabaret. Et c'est une femme au grand cœur. C'est une femme qui a le sens elle sait très bien ce que c'est que le showbiz. Elle y est née pratiquement. Elle a débuté en chantant dans les orchestres. Elle est devenue une star mondiale puisque ses albums sont sortis partout en France. Et elle sait ce que c'est, elle aussi, la vie d'artiste. Elle confond pas les deux. C'est une femme d'abord qui a beaucoup de recul. Elle médite beaucoup. Elle est très spirituelle. C'est une femme très intelligente et au grand cœur. En tout cas, ça nous a fait plaisir effectivement qu'elle vous fasse ce petit message. Merci, voilà, donc beaucoup de choses à découvrir. Évidemment, les années Michou. Après, évidemment, dans le livre, vous parlez de José, de votre maman Janine. Enfin voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission, mais voilà, il faut acheter ce livre. Vous allez vous régaler. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et puis voilà, ça parle de tellement de choses que c'est important. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance parce que on voulait faire un livre et que le public ne soit pas trompé là-dessus, un vrai livre. Exactement. Et j'ai été entouré de gens, je ne l'ai pas fait seul. Avec beaucoup d'émotions. J'ai été entouré de gens qui m'ont coaché, qui ont fait un très joli travail avec moi. Et je voudrais les remercier, Jean-Jacques, Daniel, Fanfan David. Voilà, merci à tous. Super. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Objectif Culture. Et puis, je vous dis à très vite. Ah bah oui, avec joie. Très belle soirée à vous, très bon week-end. Je vous embrasse. Ciao, ciao.